Oh non, c'est impossible. C'est impossible. Elle avait une voix merveilleuse. C'était la voix d'un ange. Son nom aussi était celui d'un ange. Marie Gabriella. Elle était chanteuse lyrique, et on lui promettait un brillant avenir. Elle était encore si jeune. La preuve, elle jouait encore à la poupée. Celle-ci, me disait-elle, c'est moi, c'est mon double. Elle me ressemble. C'est vrai qu'elle lui ressemble. Elle lui ressemble étrangement. Joseph Villardet, maire de Carlucé. Bonjour, monsieur le commissaire. Un petit instant, je vous prie, je vais prendre le dossier de cette lamentable affaire. Commissaire Barambeau? Oh, mais pas du tout, pas du tout. Vous savez, en général, je suis très matinal. Alors, l'enquête avance-t-elle? Oh, il faut absolument retrouver le plus rapidement possible l'ordure qui a fait cela. 15 jours déjà que ce drame s'est produit, 15 jours que l'on a retrouvé le corps de la malheureuse, tuée sauvagement d'un coup de revolver dans le bois de Saint-Pourçain, et vous me dites que vous n'avez toujours aucun indice, toujours pas le moindre indice. Oui. Pas le moindre soupçon. Comment? Excusez-moi, mais cela me semble aberrant. Qui? Mounier? Il est un peu simplé et manque de manières, mais croyez-moi, je le connais assez bien pour vous dire qu'il est incapable de faire du mal à une mouche. Oui, il est très estimé dans la commune. Il rend de menus services aux uns et aux autres. Je l'utilise moi-même pour de petits travaux ponctuels dans le village. La distribution du courrier municipal, l'entretien des fleurs. Ah, absolument, monsieur le commissaire. Je réponds de lui. Si vous voulez. Si vous voulez.
Le principal habitant Carlucé s'appelle Villardet, Joseph Villardet, maire, riche propriétaire, homme bourru qui bat les gardes et les cochers. Ah, vous souriez, monsieur le commissaire. Ah oui, je sens bien que vous souriez. Mais, vous savez, contrairement aux apparences, croyez bien qu'il y a des gens qui ne m'aiment guère à Carlucé. Je ne parle pas de mes adversaires politiques, qui trouvent que je suis en place depuis vraiment trop longtemps. Ouais. Or, le second en importance est M. Pelledent, adjoint, éleveur de bœuf, également riche propriétaire, paysan madré, très sournois, très retors en toute question d'argent. Incapable, à mon avis, incapable d'avoir commis un tel forfait. Si vous voulez. Si vous voulez. Vous me demandez, en somme, quels sont les gens, à mon avis, quels sont les individus assez marginaux et assez pervers pour faire des assassins. Pour tout vous dire, je n'en vois que 3. Un braconnier nommé Cavale, un pêcheur de truites et d'écrevisses nommé Paquet, et un piqueur de bœuf nommé Clovis. Comment? Ah, vous les avez interrogés, tous les 3, et ils ont un alibi. Je n'en suis pas étonné, finalement, car, comme je vous l'ai dit, monsieur le commissaire, je suis persuadé que l'assassin ou les assassins ne sont pas de la commune. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit à mon ami, au juge d'instruction, mon ami, Putoin. Oui, tout à fait. Oui. Mais je vous en prie, monsieur le commissaire, n'hésitez pas à m'appeler dès que vous aurez une information ou un renseignement à me demander. Vous savez l'affection que je portais à mademoiselle de Lucelle. Eh bien, je veux absolument que la justice soit faite et que Carlucé retrouve son honneur et sa tranquillité. Tout à fait. Au revoir, monsieur le commissaire. Allô? Mademoiselle? Pouvez-vous me composer le numéro de monsieur Putoin, je vous prie? Comment? Mais non, voyons, mademoiselle Durbec, c'est Villardet. Oh, mais non, pas Pilardet, Villardet, le maire de Carlucé. Vous ne reconnaissez plus ma voix à présent? Oh là 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 là, mais c'est invraisemblable.
Exactement, mademoiselle, le maire de Carlucé. Oh, quelle gourde! Comment? Oui, Putoin, monsieur Putoin, le juge d'instruction. Parfaitement, mademoiselle. Oh, mais c'est pas compliqué tout de même. Le numéro? Le numéro, mais je ne sais plus, moi, mais cherchez, recherchez-le, que diable. Oh, oui, j'attends. J'attends, que voulez-vous que je fasse d'autre? Mais non, mademoiselle Durbeck, mais non, je ne suis nullement énervé. Nullement énervé. Mais oui. Je vous en prie, prenez votre temps. Oui, je patiente. Allô? Comment? Qui est là? Ah, enfin, merci. Merci, mademoiselle, merci infiniment. Bonjour, mon cher Putoin, c'est Villardet. Comment allez-vous? Je vous rappelle tout d'abord que je vous attends à déjeuner jeudi avec votre épouse. Mais non, bien au contraire, cela me changera les idées. À ce propos, je voulais vous dire que le commissaire Varambeau venait de m'appeler. Ah oui. Écoutez, pour tout vous dire, mon cher Putoin, j'ai le sentiment que le commissaire se fourvoie dans son enquête. Parfaitement. Oh, je ne mets nullement en cause sa compétence et sa bonne volonté, mais je comprends mal qu'il oriente ses investigations essentiellement sur les habitants de Carlucé. Non, d'ailleurs, je lui ai dit carrément. Mais vous n'êtes pas sans savoir, mon cher Putoin, que je me bats depuis des années pour empêcher que Carlucé ne devienne la poubelle de tout le département. Attendez, je voudrais tout de même vous signaler que le surlendemain du drame, une caravane de Romanichel qui stationnait à l'entrée du village, sur un terrain communal, sans autorisation, est repartie. Oui, je sais. On les a interrogés il y a quelques jours alors qu'ils s'installaient sur la commune voisine. Quoi qu'il en soit, vous savez, mon cher ami, on ne m'enlèvera pas de l'idée qu'un crime aussi horrible ne puisse être le fait d'un habitant de Carlucé. Oui. Pardon? Ah oui. À vous qui êtes un ami, je peux bien vous le dire. Quand mademoiselle de Lucelle décida de s'installer à Carlucé, il y a 5 ans, et d'habiter la vieille maison de la veuve Ravier, je l'ai encouragée à le faire. Oui, j'ai pensé tout d'abord que c'était un honneur pour notre village qu'une cantatrice promise au plus bel avenir s'installe chez nous. Oui, je l'ai aidée dans ses démarches. Et elle est devenue une amie. Une amie très chère. Ah oui, sans doute. Elle venait souvent me voir. Nous parlions de choses et d'autres, de ses projets, de sa carrière. Au point que les vilaines langues glosèrent sur nos rapports. Comme si une jeune femme aussi belle et talentueuse aurait pu s'enticher d'un vieil homme bourru comme moi. Elle aurait pu être ma fille. Et même ma petite fille. Ah, vous savez, Putoin, je peux bien vous l'avouer. J'ai eu de nombreuses liaisons dans ma vie. J'ai même été marié 2 fois. Mais, voyez-vous, mon sale caractère a fait fuir même les plus patientes, même les plus compréhensives. En fait, j'ai souvent regretté dans ma vie
de n'avoir pas eu d'enfant. Exactement. Et Marie-Gabriella était devenue un peu pour moi la fille que je n'ai jamais eue. Ah oui. Oui, oui, tout à fait. C'est bien pour cela que je suis particulièrement affecté par sa mort et horrifié par le crime odieux dont elle fut la victime. Et de surcroît dans un village dont je suis le maire, dont je suis responsable. De cela, croyez-moi, je ne m'en remettrai jamais. Jamais. Excusez-moi, cher ami. Il faut que je raccroche. Ah, je dis. Marie-Gabriella, tu es là? Tu es là? Mais non, ce n'est pas possible. Je suis fou. Je suis fou. Marie-Gabriella, je te sens partout présente. Ta voix ensorcelante résonne dans ma tête et j'ai l'impression que tu m'entraînes dans un abîme sans fond. C'est magnifique et c'est horrible à la fois. Mais il faut que je reprenne mes esprits. Où en étais-je? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Mon courrier? Mon courrier d'hier que je n'ai même pas ouvert. Sans intérêt. Réclamation. Sans intérêt. Oh. Facture. Ah, pour ça, ne m'oublie pas, tout maire que je suis. Facture, facture, encore et encore. Et ça? Lettre de mécontentement. Le crissement des roues des fiacres et le martèlement des sabots des chevaux sur les pavés dans la nuit m'empêchent de dormir. C'est du n'importe quoi. Tant qu'à vivre sur une île déserte, pignouf. Facture, sans intérêt. Mais c'est une lettre de ce cher docteur Labarre. Voici l'exemple type d'un ami fidèle depuis 20 ans. Je lui dois beaucoup à ce cher Labarre. Il s'inquiète toujours pour ma santé, le cher homme. Surtout depuis ce drame horrible.
Une vraie mère poule. Ah, c'est vrai que je lui dois beaucoup. Je lui dois d'avoir retrouvé le goût de vivre il y a 20 ans. Oui, en quelque sorte, je lui dois d'être devenu ce que je suis devenu. Car la vie pour moi, ce ne fut pas un long fleuve tranquille avant que je ne m'installe à Carlucé. Ah oui, la vie ne m'a pas épargné. J'ai perdu mon père quelques mois après ma naissance. Et ma mère, que j'adorais, m'a abandonné à la garde des domestiques pour aller courir la gueule, alors que je n'avais que 6 ans. Et puis à 18 ans, je me suis marié. Trop jeune sans doute. Je me suis marié 2 fois. Et à chaque fois, mes femmes m'ont quitté, en prétextant, à juste titre sans doute, que je leur faisais vivre l'enfer. Alors, ce qui devait arriver, arriva. Je me suis retrouvé seul. Et cela a duré des années. Et j'ai commencé insensiblement à aimer être seul. Au point de ne plus supporter de vivre à Paris, où j'habitais alors. Je me sentais supplicié dans mon corps et dans mes nerfs par cette immense foule qui grouillait, qui vivait autour de moi, même quand elle dormait. Ah, le sommeil des autres m'était devenu encore plus pénible que leurs paroles. Alors je suis parti en province et où j'ai vécu comme un véritable ermite, loin des autres. Me lasser, m'ennuyer, me gêner, me courbaturer. J'ai savouré, comme un élixir, l'isolement. En résultat, je finis par m'attacher beaucoup aux objets inanimés. Objets inanimés, avez-vous donc une âme? Et ces objets prirent pour moi, peu à peu, une importance d'être. Et ma maison devint bientôt un monde où je vivais d'une vie solitaire et active, au milieu des choses, des meubles, de bibelots familiers, sympathiques à mes yeux comme des visages. Je l'en avais empli peu à peu. Je l'en avais paré, et je me sentais dedans content, satisfait, bien heureux. J'avais fait construire ma maison dans un beau jardin qui l'isolait des routes et la porte d'une ville où je pouvais trouver à l'occasion les ressources de société dont je sentais par moments le désir. Tous mes domestiques couchaient dans un bâtiment éloigné, au fond du potager, entouré d'un grand mur. L'enveloppement obscur des nuits, le silence de ma demeure perdue, cachée, noyée sous les feuilles de bons arbres, m'était si reposant et si bon que j'hésitais chaque soir, pendant plusieurs heures, à me mettre au lit pour la savourer le plus longtemps possible. Oui, ce jour-là, ben, je m'en souviens très bien. On avait joué Sigurd au théâtre de la Ville. C'était la première fois que j'entendais ce beau drame musical et féerique, et un réel plaisir. Je revenais à pied d'un pas allègre, la tête pleine de phrases sonores et le regard hanté par de jolies visions. Il faisait noir. Au point que je distinguais à peine la grande route et je faillis plusieurs fois culbuter dans le fossé. Ma maison était à 1 kilomètre environ, bon, peut-être un peu plus, soit 20 minutes de marche lente. Il était 1 heure du matin.
ciel s'excite un peu devant moi, et le croissant paraît, le triste croissant du premier quartier. J'aperçus au loin la masse sombre de mon jardin, et je ne sais d'où me vint une sorte de malaise à l'idée d'entrer là-dedans. Je ralentis le pas. Il faisait très chaud. Un gros tas d'arbres avait l'air d'un tombeau où ma maison était ensevelie. J'ouvris ma barrière et je pénétrai dans la longue allée de sycomores qui s'en allait vers le logis. En approchant de la maison, un trouble bizarre m'envahit. Je m'arrêtai. Je n'entendais rien. Il n'y avait pas dans les feuilles un souffle d'air. Qu'est-ce que j'ai donc, pensai-je. Depuis 6 ans, je rentrais ainsi sans que la moindre inquiétude m'eût effleuré. Ah, je n'avais pas peur, je n'ai jamais eu peur la nuit. La vue d'un homme, d'un maraudeur, d'un voleur m'aurait jeté une rage dans le corps et j'aurais sauté dessus sans hésiter. Mais je ne pouvais résister à cette crainte diffuse qui germait en moi. Qu'était-ce? Un pressentiment. Un pressentiment mystérieux qui s'empare des sens des hommes quand ils vont voir de l'inexplicable. Qui sait? Peut-être. À mesure que j'avançais, j'avais dans la peau des tressaillements. Et quand je fus devant le mur face de la demeure, je sentis qu'il me faudrait attendre quelques minutes avant d'ouvrir la porte et de rentrer. Alors je m'assis sur un banc, sur les fenêtres de mon salon, resté là, un peu vibrant, la tête appuyée contre la muraille, les yeux ouverts après les feuillages. Pendant ces premiers instants, je ne remarquai rien d'insolite autour de moi. J'avais dans les oreilles quelques ronflements, mais cela m'arrivait souvent. Il me semble parfois que j'entends passer des trains, que j'entends sonner des cloches, que j'entends marcher une foule. Et bientôt, ces ronflements devinrent plus distincts, plus précis. Je m'étais trompé. C'était en fait un bruit très particulier, très confus cependant, qui venait de l'intérieur de ma maison. Ou plutôt, une agitation qu'un bruit, un remuement de tas de choses, comme si on eût secoué, déplacé, traîné doucement tous mes meubles. Je n'avais pas peur, mais j'étais, comment dire, effaré d'étonnement. J'attendis, l'esprit lucide, follement anxieux, écoutant toujours le bruit qui grandissait, qui semblait devenir un grondement d'impatience, de colère, d'émeute mystérieuse. Puis, soudain, honteux de ma lâcheté, je saisis mon trousseau de clés, celle qu'il fallait, l'enfonçai dans la serrure, la fis tourner 2 fois, et poussant la porte de toute ma force, j'envoyai le battant heurter la poisse. À l'intérieur, je ne vis d'abord rien, puis je distinguai soudain un extraordinaire piétinement sur les marches de mon escalier, sur les parquets, sur les tapis. Un piétinement, non pas de chaussures, de souliers humains, mais de béquilles de bois et de béquilles de fer qui vibraient comme des cymbales. Et voilà que j'aperçus tout à coup, sur le seuil de ma porte, un fauteuil, mon grand fauteuil de lecture, qui sortait en se dandinant. Il s'en alla par le jardin, d'autres le suivaient, ceux de mon salon, puis des canapés bas, en se traînant comme des crocodiles sur leurs courtes pattes, puis toutes mes chaises, avec des troncs de chèvre, et les petits tabourets qui trottaient comme des lapins. Je me glissais dans un massif où je m'aurais accroupi, contemplant toujours ce défilé de meubles, car ils s'en allaient tous, l'un derrière l'autre, vite ou lentement, selon leur taille et leur poids. Mon piano, mon grand piano à queue, passa à l'électrode avec un murmure de musique dans le flanc.
moindre objet glissait sur le sable comme des fourmis, des brosses, des cristaux, des coupes où le clair de lune approchait les phosphorescences de verre luisant. Les étoffes rampaient, s'étalaient en flaques à la façon des pierres de la mer. Je vis paraître mon bureau, un rare bibelots du dernier siècle qui connaissait toutes les lettres que j'ai reçues, toute l'histoire de mon cœur, une vieille histoire dont j'ai tant souffert, et dedans étaient aussi des photographies. Ainsi donc, les objets m'abandonnaient à leur tour, comme m'avait abandonné ma mère, puis mes deux épouses successives. Ils m'abandonnaient l'un après l'autre, sans hésiter un tantinet, sans exprimer le moindre regret. J'entendis bientôt dans mon logis, sonore à présent comme les maisons vides, un formidable bruit de porte refermée. Elles claquèrent du haut en bas de la demeure jusqu'à celle du vestibule que j'avais ouverte moi-même, insensé pour ce départ, se close en fin de tête. Fou d'épouvante, je m'enfuis, courant vers la ville et ne repris mon sang-froid dans les rues en rencontrant des gens attardés. J'allais sonner à la porte d'un hôtel où j'étais connu et je racontais que j'avais perdu mes clés, mon trousseau de clés, que je ne voulais pas réveiller les domestiques. Ah, je ne pus dormir de la nuit. Et j'attendis le jour en écoutant bondir mon cœur. J'avais demandé qu'on prévînt mes gens dès l'aurore, et mon valet de chambre heurta ma porte dès 7 heures du matin. Son visage semblait bouleversé. Il est arrivé cette nuit un grand malheur, monsieur, un grand malheur, me dit-il. Quoi donc? On a volé tout le mobilier de monsieur, tout, jusqu'aux plus petits objets. Étrangement, cette nouvelle me fit plaisir. Pourquoi? Ah, qui sait? J'ai fort maître de moi, sûr de dissimuler, de ne rien dire à personne de ce que j'avais vu, de le cacher, de l'enterrer dans ma conscience comme un effroyable secret. Je répondis, alors ce sont les mêmes personnes qui m'ont volé mes clés. Et il faut prévenir tout de suite la police. Je me lève et je vous y rejoindrai dans quelques instants. L'enquête dura 6 mois. On ne découvrit rien. On ne trouva même pas le plus petit de mes bibelots, ni la plus légère trace des voleurs. Ah, parbleu, si j'avais dit ce que je savais, si je l'avais dit, on m'aurait enfermé, moi, pas les voleurs. Oh, je sus me taire. Mais je ne voulus pas racheter d'autres meubles. Je ne voulus pas d'ailleurs retourner dans ma maison. Je ne la revis jamais. Je revins à Paris quelques jours plus tard et je consultai les médecins sur mon état nerveux. Je m'inquiétais beaucoup depuis cette nuit déplorable. Ils me dirigèrent vers l'un de leurs confrères, le docteur Roger Labarre, qui dirigeait une maison de santé dans la banlieue parisienne. Il me reçut fort aimablement et me mit aussitôt à l'aise, si bien que je lui ai tout raconté. Après m'avoir interrogé longtemps, il m'a dit « Consentiriez-vous, monsieur, à rester quelque temps ici ?»« Très volontiers, monsieur. Vous avez de la fortune ?»« Oui, monsieur. Voulez-vous un pavillon isolé ?»« Ah oui, monsieur. Voudriez-vous recevoir des amis ?»« Ah non, monsieur, non, personne. » Et je demeurai seul pendant 3 mois, recevant seulement la visite du docteur Labarre, presque quotidiennement d'ailleurs. Et un jour, celui-ci, triomphant, vint m'annoncer que j'étais guéri et que j'étais sa plus belle réussite en la matière. Ah, je me sentais soulagé et heureux. J'avais tout juste 40 ans. Je n'étais pas encore bien âgé,
Et je décidai de reprendre mes affaires et de me fixer à Carlucé, petit village où j'étais passé jadis et qui m'avait alors séduit. Eh oui, j'y devins très vite et fut élu maire 5 ans après mon installation. Mais pourquoi tout cela me revient dans la tête aujourd'hui? Ah, sans doute à cause de cette lettre. Peut-être aussi à cause de Marie-Gabriella, qui m'a quitté elle aussi, comme tous ceux que j'ai aimés. Eh oui, comme mes meubles. Ah non, c'est pas possible. Je l'entends. Mais je l'entends encore. Mais c'est pas possible. Mais c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Mais non, mais c'est... Il faut que je téléphone à Putoine. Non, je ne peux plus vivre ainsi. Putoine. Oh non, je ne pourrais pas. Non, je ne pourrais pas. Il faut que je lui écrive. Voilà, que je lui écrive une lettre. Voilà. Je vais l'écrire. Mon cher Putoine. Ah, non, j'ai dit une lettre officielle. Monsieur le juge d'instruction. J'ai accompli un acte de folie. De folie furieuse, c'est vrai. Mais la jalousie haletante, mais l'amour exalté, trahi, condamné, mais la douleur abominable que j'endure. Tout cela ne suffit-il pas pour nous faire commettre des crimes et des folies sans être vraiment criminels par le cœur ou par le cerveau? J'ai souffert d'une façon continue, aiguë, épouvantable. J'ai aimé cette femme. Je l'ai aimée d'un élan frénétique. Je veux parler de Marie-Gabriella. Je l'ai aimée d'un élan frénétique. Et cependant, est-ce vrai? L'ai-je aimée? Oh non, 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 non. Non, elle m'a possédé à mes corps, envahi, lié. J'ai été, je suis sa chose, son objet. J'appartiens à son sourire, à sa bouche, à son regard, aux lignes de son corps, à la forme de son visage. Je halète sous la domination de son apparence extérieure. Mais elle, la femme de tout cela, l'être de ce corps, je la hais, je la méprise, je l'exècre. Je l'ai toujours haï, méprisée, exécrée. Car elle est perfide, bestiale, immonde, impure. Elle est la femme de perdition, l'animal sensuel et faux chez qui l'âme, chez qui la pensée ne circule jamais comme un air libre et vivifiant. Elle est la bête humaine. Moins que cela, elle n'est qu'un flanc, une merveille de chair douce et ronde qu'habite l'infamie. Les premiers temps de notre liaison furent étranges et délicieux. Entre ses bras toujours ouverts, je m'épuisais dans une rage d'inassouvissable désir. Ses yeux, comme s'ils m'eussent donné soif, me faisaient ouvrir la bouche.
Ils étaient gris à midi, teintés vert à la tombée du jour et bleus au soleil levant. Aux heures d'amour, ils étaient bleus, comme meurtris, avec des pupilles énormes et nerveuses. Ses lèvres, remuées d'un tremblement, laissaient jaillir parfois la pointe rose et mouillée de sa langue, qui palpitait comme celle d'un reptile. Et ses paupières lourdes se relevaient lentement, découvrant ce regard ardent et anéanti qui m'affolait. En l'étreignant dans mes bras, je regardais son œil et je frémissais, secoué tout autant par le besoin de tuer cette bête que par la nécessité de la posséder sans cesse. Quand elle marchait à travers ma chambre, le bruit de chacun de ses pas faisait une commotion dans mon cœur. Et quand elle commençait à se dévêtir, laissait tomber sa robe, et sortant, infâme et radieuse, du linge qui s'écrasait autour d'elle, je sentais le long de mes membres, le long des bras, le long des jambes, dans ma poitrine essoufflée, une défaillance infinie et lâche. Elle effaçait de moi tout souvenir des douleurs sous le poids desquelles ma vie avait commencé à succomber avant de la rencontrer. Je n'avais jamais vraiment connu l'amour avant elle. Non. Je ne connaissais vraiment que par elle. Il avait fallu la candeur de sa belle jeunesse, la pureté de sa grande âme pour satisfaire aux exigences du cœur d'un homme aigri. J'ai bien souvent palpité de joie durant ces 5 années. J'ai eu toutes les fleurs de son âme, toutes ses pensées. Il n'y avait pas eu le léger nuage dans notre ciel. Nous n'avions pas su ce qu'était un sacrifice. Nous avions toujours obéi aux inspirations de notre cœur. J'avais ignoré jusqu'alors l'étendue du mien, comme j'ignorais l'étendue de l'amour. Pourtant, la pensée d'un malheur, un malheur inopiné, qui m'oppressait quelquefois. Mais cette pensée entraînait après elle une autre, plus pressante encore. Celle-ci dégradait la gloire de l'amour. Elle le tuait. Elle en faisait une humiliation qui pouvait ternir à jamais la vie. Elle avait 23 ans, j'en avais 60. Le temps n'était pas notre allié. Toutes les questions les plus douloureuses pour moi, je me les posais. De voir son amour à sa pitié, cette pensée était plus horrible encore que la crainte de lui faire manquer sa vie. Parfois, je croyais lire au fond de son regard cette phrase terrible. Tôt ou tard, je devrais quitter le pauvre Joseph. Pourquoi ne pas m'en séparer à temps? Ah oui, sans doute, elle avait raison. Je ne devais point avoir l'égoïsme d'assujettir sa vie brillante à la mienne, bientôt usée. Mais après, elle était la cause de mon état. Elle et sa voix si douce, ses lèvres frémissantes, ses yeux sans cesse illuminés d'un éclat céleste. Et il m'était impossible de ne pas l'aimer comme je l'aimais. En fait, tout ce que je lui demandais, c'était de rester auprès de moi durant les quelques années qui me restaient à vivre. Et de continuer à m'accorder son amour, un peu de son amour, même si il ne pouvait jamais être plus grand que le mien. Mais peu importe, j'en avais assez pour deux. Longtemps, j'ai eu l'impression, cependant, qu'elle était parfaitement heureuse auprès de moi, et que je lui apportais le bonheur.
disons plutôt un certain bonheur. Ah, je parvenais à la distraire, à la faire rire. Et puis un jour, j'ai pris conscience qu'elle était lasse de moi. Je le vis dans son œil au réveil. Penché sur elle, j'attendais chaque matin ce premier regard. Je l'attendais plein de rage, de haine, de mépris pour cette brute endormie dont j'étais l'esclave. Et quand le bleu pâle de sa prunelle, ce bleu liquide comme de l'eau, se découvrait encore languissant, encore fatigué, encore malade des récentes caresses, c'était comme une flamme rapide qui me brûlait, exaspérant mes ardeurs. Ce jour-là, quand s'ouvrit sa paupière, j'aperçus un regard indifférent et morne qui ne désirait plus rien. Oh, je le vis, je le sus, je le sentis, je le compris tout de suite. C'était fini, fini pour toujours. J'en eus la preuve à chaque heure, à chaque seconde. Quand je l'appelais des bras et des lèvres, quand elle se retournait, ennuyée, murmurant laisse-moi donc, ou bien vous êtes odieux, ou bien ne serais-je jamais tranquille. Alors, je fus jaloux. Mais jaloux comme un chien, et rusé, défiant, dissimulé. Je savais bien qu'elle recommencerait bientôt, qu'un autre viendrait pour allumer ses sens. Je fus jaloux avec frénésie. J'attendis. Oh, j'épiais. Elle ne m'aurait pas trompé. Mais elle restait froide, endormie. Elle disait parfois, les hommes me dégoûtent. Et c'était vrai. C'était vrai. Alors, je fus jaloux d'elle-même, jaloux de son indifférence, jaloux de la solitude de ses nuits, jaloux de ses gestes, de sa pensée que je sentais toujours infâme, jaloux de tout ce que je devinais. Et quand elle avait parfois, à son lever, ce regard mou qui suivait jadis nos nuits ardentes, comme si quelque concupiscence avait hanté son âme et remué ses désirs. Et venaient des suffocations de colère, des tremblements d'indignation, des démangeaisons de l'étrangler, de l'abattre sous mon genou et de lui faire avouer, en lui serrant la gorge, tous les secrets honteux de son cœur. Allô? José Villardet, maire de Carlus. Madame de Lucelle. Bonjour, chère madame. Comment allez-vous? Oh, veuillez m'excuser, ma question est stupide. Je voudrais vous redire combien j'ai été anéanti par ce drame abominable. La disparition de votre fille en pleine jeunesse, et d'une façon aussi atroce, est un malheur qui n'a pas de nom. Oh, pardonnez mon émotion, un malheur qui soulève mon indignation. Vous le savez, je vous l'ai dit lors des obsèques, je partage votre courroux et votre révolte. Il faut que justice soit faite. Et je ferai tout ce qu'il me sera possible de faire pour que... Non. Ah non, et non, hélas. Aucune piste.
Je viens d'avoir au téléphone le commissaire Varambeau et je lui ai dit ce que je pensais. Il est inadmissible, que l'enquête piétine de façon aussi lamentable, malgré tous les moyens mis en œuvre. Pardon? Oh, mais certainement, chère madame. Je l'ai dit également au juge d'instruction, monsieur Putoin. Vous le savez, madame de Lucelle, vous pouvez compter sur moi. Je ne suis pas homme à baisser les bras. Comment? Je vous en prie, madame. Vous savez, je peux tout entendre. J'ai l'habitude, hélas, des colibés proférés à mon égard. Oui. À quoi? Que dites-vous? Mais c'est tout à fait ignoble! 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 Oh, mais j'espère que vous ne prêtez pas l'oreille à toutes ces calomnies. Mes ennemis politiques ne savent même plus quoi inventer pour me salir et entacher de boue la mémoire de votre fille. Marie-Gabriella, pardon, mademoiselle de Lucelle, était un peu la fille que je n'ai jamais eue. Je le disais encore il y a un instant, monsieur Putoin. Et je crois sincèrement que je remplaçais un peu dans son cœur ce père qu'elle n'a pas eu la chance de connaître. Ah, croyez-moi, madame, croyez-moi, je n'ai rien à me reprocher. Ah, si j'aimais votre fille, c'était un amour pur, et je n'ai jamais eu l'intention de l'empêcher de vivre sa vie et d'être heureuse. Ah, tous ceux qui prétendent le contraire sont des diffamateurs et des scélérats. Vous n'ignorez pas, madame, qu'elle était casanière et fuyait la société. Eh bien, je la poussais à sortir, à voir du monde, à rencontrer peut-être quelqu'un qui pourrait lui apporter le bonheur qu'elle méritait. Car je sentais bien, ah oui, je sentais bien qu'elle n'était pas heureuse et que son art seul, qu'elle maîtrisait d'ailleurs merveilleusement, son art seul ne lui suffisait pas. Son bonheur seul m'importait. Pardonnez-moi, madame. Je vous présente mes hommages, madame de Lucelle. C'est lui, ça c'est sûr. Voyons, où en étais-je? Il me venait des suffocations de colère, des démangeaisons de l'étrangler, de lui faire avouer, en lui serrant la gorge, tous les secrets honteux de son cœur. Et puis voilà qu'un jour, je la sentis heureuse. Je sentis qu'une passion vibrait en elle. J'en étais sûr, indubitablement sûr. Elle palpitait comme après mes étreintes. Son œil flambait. Ses mains étaient chaudes. Toute sa personne vibrante dégageait cette vapeur d'amour d'où mon affolement était venu. Je feignais de ne rien comprendre. Ma attention l'enveloppait comme un filet.
ne découvrais rien pourtant. J'attendis une semaine, un mois, une saison. Elle s'évanouissait dans l'éclosion d'une incompréhensible ardeur. Elle s'apaisait dans le bonheur d'une insaisissable caresse. Et puis tout à coup, je devinais, eh oui, je ne suis pas fou, je ne suis pas fou, je le jure. Comment dire cela? Comment me faire comprendre? Comment exprimer cette abominable et incompréhensible chose? Voilà de quelle manière j'en fus averti. Un soir, je vous l'ai dit, un soir, comme elle rentrait d'une longue promenade à cheval, elle tomba, les pommettes rouges, la poitrine battante, les jambes cassées, les yeux meurtris, sur une chaise basse, en face de moi. Je ne l'avais jamais vue là. Mais je compris aussitôt. Elle aimait. Je ne pouvais m'y tromper. Alors, perdant la tête, pour ne plus la contempler, je me tournai vers la fenêtre et j'aperçus un valet emmenant par la bride vers l'écurie son grand cheval qui se gardait. Elle aussi suivait de l'œil l'animal ardent et bondissant. Puis quand il eut disparu, elle s'endormit tout d'un coup. Je songeais toute la nuit. Et il me sembla pénétrer des mystères que je n'avais jamais soupçonnés. Qui sauvera jamais les perversions de la sensualité des femmes? Qui comprendra leur invraisemblable caprice et l'assouvissement étrange des plus étranges fantaisies? Mais c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Ils jettent encore des cailloux dans mes fenêtres! Oh, mais je aussi! Mais bande de fripouilles! Mais attendez un peu que je sorte! Oh, vous allez voir de quel quoi je me chauffe! Oh, vous allez me le payer, hein! Me le payer cher! Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait qu'il y a un billet. Mais oui, un billet entourant le caillou qui a brisé le carreau. Espèce de gros lard puant. Ça fait plus de 20 ans que tu règnes en tyran sur Carlucé et que tu t'en mets plein les poches. Mais sache bien que tes jours sont comptés à présent. Quelqu'un a déjà cassé ta poupée, vieux pervers lubrique. Quelqu'un d'autre pourrait bien te briser à ton tour. Mais c'est pas signé, évidemment. Oh, mais c'est pas possible. Oh, les scélérats, les canailles, ils n'osent même pas venir m'affronter en face. Et ils envoient leurs sales gosses pour me faire parvenir leur message insolent. Oh, mais je reconnais bien la marque de mes adversaires politiques. Oh oui, je reconnais bien. Menés par Granville. Ah, ma Granville, mon principal opposant, ce parangon de la vertu, l'incorruptible. Oh là là, il appelle tous l'incorruptible. Rien que ça, l'incorruptible. Ah, elle est bien bonne. Ah, mais je vais tout de suite, oui, je vais tout de suite appeler Varambeau. Appeler Varambeau. Ou Pétouin. Oui, Pétouin. Ah, mais c'est vrai, je suis en train de lui écrire. Je me calme. Je me calme. Calmons-nous, calmons-nous.
Chaque matin, dès l'aurore, Marie-Gabrielle, là, partait au galop par les plaines et les bois, et chaque fois, elle rentrait alanguie, comme après des frénésies d'amour. J'avais compris. J'étais jaloux. Jaloux maintenant du cheval nerveux et galopant. Jaloux du vent qui caressait son visage quand elle allait d'une course folle. Jaloux des feuilles qui baisaient en passant ses oreilles, des gouttes de soleil qui lui tombaient sur le front à travers les branches. Jaloux de la selle qu'il a portée et qu'elle étreignait de sa cuisse. C'était tout cela qui la faisait heureuse, qui l'exaltait, l'assouvissait, l'épuisait et me rendait insensible et presque pâmée. Je pris en aversion ce cheval qui lui apportait tant de bonheur, et je le considérais bientôt comme un rival redoutable, avec lequel je me trouvais en concurrence, en compétition. Une compétition violente et acharnée, d'où je ne partais pas favori, ça je le savais bien. Mais pour pouvoir l'affronter, pour être en mesure de me mesurer à lui, encore fallait-il que je le connaisse mieux, que je le connaisse parfaitement. Je viens l'observer chez lui, subrepticement, dans l'écurie, où il était l'objet de toutes les attentions, comme un prince arabe. De jeunes garçons étaient à son service et se pressaient avec déférence pour lui faire sa toilette, le soigner, porter sa nourriture. Ah oui, c'était un prince. Il en avait la majesté et l'arrogance. Il portait une robe châtaigne, un peu nuancée de gris, et bien éclairée sous le ventre, la face interne des cuisses et le toupillon. Aux parties antérieures, il était teinté de café brûlé. De grande taille, très musclé, la culotte épaisse et bien arrondie, il se dégageait de toute sa personne une impression d'équilibre et de puissance. Sa tête était longue et fine, son nez aux paupières rosées. Il exhibait une crinière touffue qui semblait virer du brun fauve aux roux acajou. Ses gros yeux brillaient avec ses longs cils et évoquaient au premier abord ceux d'une biche. Puis peu à peu, il vous perçait comme une lame. Et je me sentais alors comme pétrifié et anéanti. Non, mon rival ne m'accorderait aucune chance. Aucune. J'en fus aussitôt convaincu. Il était sûr, absolument sûr, de sa supériorité et de son ascendance sur le cœur de Marie-Gabriella. Il s'appelait Tempête. Un jour, elle m'offrit ce bronze, qui, me dit-elle, le représentait dans toute sa grâce et sa noblesse. J'allais l'apaiser, la tempête. Ah oui, j'allais l'apaiser définitivement. J'en fis alors le serment. Je résolus donc de me venger et je décidai d'éliminer au plus vite cet infâme rival, par tous les moyens, même les plus odieux. Notre lutte ne pouvait être qu'une lutte à mort. Je mis au point mon plan, minutieusement, et avec toute l'énergie de mon désespoir et de ma haine. Avec Marie-Gabriella, je fus doux et plein d'attention. Je lui tendais la main quand elle allait sauter à terre après ses courses effrénées. L'animal furieux ruait vers moi. Elle le flattait sur son cou recourbé, l'embrassait sur ses naseaux frémissants sans essuyer ses lèvres. Et le parfum de son corps en sueur, comme après la tiédeur du lit, se mêlait sous ma narine à l'odeur âcre et fauve de la bête.
j'attendis mon jour et mon heure. Elle passait chaque matin par le même sentier dans un petit bois de bouleaux qui s'enfonçait dans la forêt. Je sortis avant l'aurore, avec une corde dans la main et mes pistolets cachés sur ma poitrine, comme si j'allais me battre en duel. Je courus vers le chemin qu'elle aimait, je tendis la corde entre deux arbres, puis je me cachai dans les herbes. J'avais l'oreille sur le sol, j'entendis son galop lointain. Puis je l'aperçus là-bas, sous les feuilles, comme au bord d'une voûte, arrivant à fond de train. Oh, je ne m'étais pas trompé, c'était cela. Hein, elle semblait transportée d'allégresse, le sang aux joues, de la folie dans le regard, et le mouvement précipité de la course faisait vibrer ses nerfs d'une jouissance solitaire et furieuse. L'animal heurta mon piège, des deux jambes de devant, et roula des os cassés. Elle, je la reçus dans mes bras. Puis, quand je l'eus déposée à terre, à demi inconsciente, je m'approchai de lui qui nous regardait. Alors, pendant qu'il essayait de me mordre, encore, je lui mis un pistolet dans l'oreille, et je le tuai, comme un homme. Mais tandis que je me réjouissais de voir mon rival terrassé et agonisant lamentablement sous mes yeux, Marie-Gabriella avait repris ses esprits, et saisie d'une fureur démentielle, elle m'assena plusieurs coups de cravache. Elles me firent tomber à genoux. Et comme elle se ruait vers moi, en hurlant, les yeux révulsés, sans même réfléchir, par un malheureux réflexe de défense, je lui tirai mon autre balle dans le ventre. Elle s'effondra aussitôt, et le sang s'échappa de sa bouche entr'ouverte. Je la serrai tendrement contre ma poitrine, mon cœur contre le sien. Mais le sien avait déjà cessé de battre. C'était certes une immense tragédie. Mais mon rival, mon infâme rival, était mort. Il était mort. Et j'éprouvais un sentiment indéfinissable, proche de l'extase. Voilà, monsieur le juge d'instruction, toute la vérité sur cette douloureuse affaire. Je ne pouvais plus longtemps, et je suis à présent à la disposition de la justice. Veuillez croire, etc., etc. Joseph Villardet, maire de Carlucé. Assez! Mais assez! Pitié! Pitié! Assez!
cher ange. Moi, je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Nous resterons toujours ensemble. Toujours. Allô, oui? C'est Villardet. Docteur Labarre. Bonsoir, mon cher docteur. Ah, mais oui, mieux. Ah oui, beaucoup mieux. Ah, mais je vous assure, je vais parfaitement bien maintenant. Oh, je ne me suis jamais senti aussi bien. D'ailleurs, il faut que je vous annonce une nouvelle. Ma grande nouvelle. Marie-Gabriella m'est revenue. Mais non, elle n'est pas morte. Je vous dis qu'elle est revenue. Elle est là, dans mes bras. Elle m'est revenue. Et... Je n'ai plus de rival. Merci beaucoup. Donc cette pièce, Le Rival, est de Guy de Maupassant, d'après 2-3 nouvelles même de Guy de Maupassant. La mise en scène est de Pierre-Marie Jonquière. Richard, Caroline et le Creuset des Arts, une nouvelle fois, pour nous avoir permis donc de vous présenter cette pièce. Merci beaucoup. Merci à tous. On a l'habitude de ne pas se quitter comme ça, au Creuset. Je vous demande... Alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et, ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, Tu seras un homme, mon fils. Jacqueline, Stéphane, Nathalie, Denise, Cosette.